Et donc l'autre facette, là dont il ne parle pas, mais à laquelle nous amènent les passages de Heidegger que je viens de lire, l'autre facette importante de ce conflit, c'est celle que dénote le terme d'Angriff, l'assaut, c'est-à-dire l'animosité, ce que moi j'appelle depuis le début l'animosité, celle-ci qui peut aller du simple déni dédaigneux à l'égard de l'autre jusqu'à la rage génocidaire. Ça commence par le déni dédaigneux de l'universel à l'égard du particulier, à l'égard de l'autre, et ça va jusqu'à la rage génocidaire. Et c'est une animosité qui s'exerce à l'encontre de ce qui résiste à l'universalisation d'une certaine systématisation du monde. C'est-à-dire que l'universel n'est pas simplement l'universel. Il est l'universel, c'est-à-dire tout ce que j'avais dit au début dans les premières séances sur le global, il est l'universel parce qu'il va non seulement tourner le dos, mais tenter d'écrabouiller et d'annihiler et de détruire ce qui résiste à sa systématisation du monde, qui n'est qu'une certaine systématisation du monde. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que Heidegger nomme l'hégémonie de la raison, la domination de la raison, elle n'est pas bienveillante. Aucune hégémonie ne l'est bienveillante par définition. Mais même cette hégémonie-là, qui est conçue par des générations et par des siècles de penseurs occidentaux comme une immense lumière, une immense lueur qu'on apporte à l'humanité dans les ténèbres, le siècle des Lumières, ce sont les lumières de la raison, en réalité, elle ne s'exerce pas sur un mode doux, subtil, progressif, discursif et persuasif, comme dans un dialogue de Platon. En réalité, la raison est aussi un ravage. Alors, sans parler de la science moderne, dont Worf écrit encore qu'elle découle d'une rationalisation systématique de la grammaire de base des langues indo-européennes occidentales, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la science moderne et la grammaire indo-européenne occidentale. La science moderne, qui se croit universelle et qui se présente comme universelle, elle dépend, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais là maintenant, vous voyez, je vous le confirme en vous citant Benjamin Worf, elle dépend d'une rationalisation systématique, c'est lui qui parle, de la grammaire de base des langues indo-européennes occidentales. Et cette systématisation du monde, à laquelle procède la science moderne, la lumière sur la façon dont l'étang est, pour reprendre l'expression de Heidegger, elle ne luit évidemment que dans l'orbe du grec et des autres langues indo-européennes. Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc non seulement c'est vrai pour la science, mais c'est vrai aussi évidemment pour la philosophie. Il n'y a pas de science, il n'y a pas même de philosophie sans ce que Deleuze, et dans ses leçons sur Leibniz, qualifie de certitude terminologique. Il parle des certitudes terminologiques, il dit si vous n'avez pas ces certitudes terminologiques, vous ne pouvez pas faire de philosophie. Et il a raison, mais c'est vrai pour tout. Il y a des certitudes terminologiques, j'aime beaucoup l'expression parce qu'elle fusionne les deux choses, la certitude et la terminologie. Et cette certitude terminologique, en réalité, elle n'est pas plus universelle en soi que ne l'est par exemple la musique tonale ou la gamme heptatonique de Do, qui n'a rien d'universel. Voilà, on conçoit bien. Voilà comment l'exprime Deleuze. C'est donc dans son cours, dans ses leçons sur Leibniz. C'est dans la leçon numéro 4. Voilà, vous avez tout ça sur YouTube. Je crois que c'est très difficile de faire de la philosophie, dit Deleuze, si vous n'avez pas une certaine certitude terminologique. Ne vous dites jamais que vous pouvez vous en passer, mais ne vous dites jamais qu'elle est difficile à acquérir. C'est exactement l'équivalent des gammes au piano. Si vous ne savez pas assez précisément la rigueur des concepts, c'est-à-dire le sens des grandes notions, alors c'est très difficile. Pourquoi je suis en train d'expliquer tout ça, de construire tout ça?
où est-ce que je veux en venir? Voilà. Je veux en venir à l'idée que la science occidentale, la philosophie occidentale évidemment, mais la science occidentale, c'est-à-dire la science, elle repose sur la grammaire occidentale. Et cette grammaire occidentale, la grammaire de la langue occidentale, des langues indo-européennes, des langues dans lesquelles la science occidentale, qui est devenue la science moderne, est née, elle n'est qu'une parmi d'autres. C'est une évidence, mais il faut le rappeler. Or, que cette grammaire occidentale ne soit qu'une parmi d'autres, et là on va retrouver l'animosité, c'est quelque chose qu'elle ne peut admettre, ni supporter, et ni tolérer. C'est quelque chose qu'on va examiner dans les séances ultérieures, bientôt, mais il va falloir en passer aussi par la manière dont ça se déploie dans la pensée juive. C'est l'idée que la grammaire occidentale se veut grammaire universelle. La manière occidentale de penser le monde et d'envisager le monde, qui dépend principalement et qui se nourrit à la manière dont la grammaire occidentale pense le monde, comme toute langue, comme toute grammaire, comme tout langage, elle ne supporte pas de ne pas être une grammaire universelle. C'est quelque chose qui lui est propre.